Le second tour de l'élection présidentielle, c'est ce dimanche 24 avril. Alors, voter Macron, s'abstenir, voter blanc. La semaine dernière, nous avons eu ici même ce débat avec une gilet jaune, deux sociologues et une philosophe. On recommence aujourd'hui, mais avec d'autres personnes. Une cinéaste, un gilet jaune mutilé, un enseignant et un responsable associatif qui lutte contre la pauvreté. Bienvenue en ce lundi de Pâques, 18 avril. C'est à l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. On y est, ou presque, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Macron, Le Pen, c'est dans quelques jours. Voter Macron pour faire barrage à l'extrême droite, s'abstenir, voter blanc pour protester d'avoir ce choix. Les débats sont intenses en ce moment. On le voit tous dans nos familles, dans nos groupes WhatsApp, dans les cercles d'amis. Certains disent même que par colère ou bien par calcul, ils voteront Marine Le Pen. On a déjà débattu de ce sujet la semaine dernière avec Priscilla Ludowski, Sandra Logier, Marwan Mohamed et Hugo Pallietta. On remet ça aujourd'hui parce que c'est une discussion importante, une discussion intime aussi qui agite tout le monde, particulièrement évidemment les citoyens de gauche, alors que la gauche n'est pas représentée au deuxième tour de la présidentielle pour la troisième fois quand même en 20 ans. Avec 4 nouveaux invités. Catherine Corsini, bonjour. Bonjour. Vous êtes cinéaste, on se rappelle de votre film La Fracture qui nous a tous touchés et bouleversés, un film qui s'ancre dans la réalité de la société où il est question notamment de la crise de l'hôpital public et des gilets jaunes. Gilets jaunes comme vous, Antoine Boudinet, vous vivez à Bordeaux, donc vous avez été conseiller municipal aux côtés de Philippe Poutou, vous avez perdu votre main lors d'une manifestation de Gilets jaunes. C'était le 8 décembre 2018, l'acte 4 des Gilets jaunes. Vous êtes membre du collectif Les Mutilés pour l'exemple, ils sont sur votre t-shirt, et le réseau Vérité et Justice. Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anglais en collège dans un établissement de Seine-Saint-Denis et nous vous avions rencontré à l'air libre il y a quelques semaines au cours d'un reportage au moment de la mise en place un peu chaotique du protocole sanitaire. Geoffrey Rénimel, bonjour. Vous êtes responsable de la mobilisation et de la communication à ATD Quart Monde et votre organisation, évidemment, on la connaît. Elle lutte contre la pauvreté. Elle a appelé à voter Emmanuel Macron, comme en 2017, pour ce second tour. Question à tous les quatre. Qu'est-ce qui passe par votre tête depuis cette dizaine de jours, depuis les résultats du premier tour, Catherine Corsini? Le soir des résultats... C'est bizarre parce que j'avais en même temps une immense fierté de me dire qu'on avait réussi à faire 22%. J'ai cru pendant toute la nuit qu'il allait y avoir un retournement de situation parce que quelque part j'aime croire, voilà, j'y ai cru. Vous avez fait partie des gens qui avaient regardé jusqu'au bout. Ouais. Et donc j'étais vraiment, j'étais en même temps, je me suis dit c'est incroyable. Une semaine avant, les sondages n'étaient pas aussi importants. Donc je me suis dit la mobilisation, elle est exemplaire, elle est extraordinaire, elle est formidable. Il y a eu vraiment. Après, il y a eu la colère de me dire, mais vraiment les crétins, les abrutis, qui n'ont pas voté, parce qu'on a bien vu qu'à un moment ça allait être un vote utile, que c'était les sondages qui allaient déterminer le vote. Donc ça restait sur des candidats qui étaient malheureusement, j'en sais rien, mais dans tous les cas tellement hors jeu, ça servait à rien que d'un truc d'égoïsme et ça m'a vraiment, j'avais envie vraiment d'aller, je m'en suis pris à certains, mes amis, j'étais assez curieuse. Et après, je me suis dit, jamais je vais voter. Je vais voter pour la première fois de ma vie, je vais m'abstenir, je vais voter blanc. C'est impossible, je peux pas voter, contre Emmanuel Macron, qui a amené le Front National à ce niveau-là, qui a détruit tellement de choses, notamment aussi dans le domaine de la culture, même si, évidemment, il a fait des choses, mais c'est toujours dans le même sens. C'est souvent, justement, pour les groupes, pour les plateformes, pour les plus nantis, pour les choses, Donc j'étais quand même dans un sentiment de colère, et puis de me dire qu'on allait entendre la voix de Marine Le Pen, ses discours pendant 15 jours qu'on aurait pu avoir un vrai débat, on aurait pu avoir vraiment quelque chose de qualité, une opposition avec d'un côté vraiment de la solidarité, de l'humanité, c'est vrai que j'étais vraiment très en colère en me disant il faut se battre pour les législatives, il faut pas qu'on fasse comme la dernière fois, il faut que ces législatives elles aient vraiment du sens, il faut peut-être croire encore une fois à ce qui est un retournement de situation pour les législatives. Et donc j'étais dans ce truc de vote blanc parce que j'étais trop en colère, etc. Et puis j'ai pas pu m'empêcher d'écouter la radio, d'entendre les discours de Marine Le Pen. Et là, c'est vrai que je me suis dit c'est pas possible, quoi. Je reconnais que je vais aller voter Emmanuel Macron parce que je pense d'abord à plein de copains
Voilà, plein de copains homosexuels, plein de copains voilà qui sont fils d'immigrés qui vont s'en prendre plein la gueule. Je pense à voilà toutes ces milices qui vont sortir dans la rue et qui vont se sentir des droits pas possibles. Je pense à tous les gens qui entourent Marine Le Pen qui sont des anciens du GUD et tout ça me fait horriblement peur. Enfin, pas peur que pour moi, mais peur pour une société qui va. Voilà, je sens que voilà toute cette colère qu'ils ont aussi, hein, et sur lequel ils veulent en découdre par rapport à je veux dire, aussi à Macron et à ce qu'il représente. Alors. C'est évidemment que je ne me mettrai pas en colère sur les gens qui s'abstiennent parce que je peux comprendre pour la jeunesse que le choix qu'on leur offre, il est vraiment dégueulasse, mais je peux comprendre qu'ils sont dans un voilà, ils viennent de vivre déjà une période extrêmement dure le Covid, les universités, il faut voir ce que ça devient. Ils ont été vraiment, pour certains, ça a été vraiment des situations, j'allais dire même psychologiques, psychiatriques compliquées, etc. Là, ce qu'on leur offre, il n'y a pas de perspective, donc je peux comprendre, mais je pense que voilà, si on est suffisamment pour des gens qui ont plus vécu comme moi et qui se disent que c'est pas la peste et le choléra, c'est pas la même chose du tout et que voilà maintenant je me suis rallié au fait que je préfère me battre contre Macron parce que le Front National, ses amitiés avec tous les dictateurs du monde, enfin etc. Elle a beau avoir une espèce de faux discours social et maintenant écologique. Alors là, on croit rêver. En plus par rapport aux droits des femmes. Enfin bon voilà. Donc voilà. On va y revenir justement. J'ai pris mon parti. Vous avez pris votre partie, voilà qui ouvre la discussion. Julien, vous êtes enseignant en Seine-Saint-Denis. Je l'ai dit, on vous avait rencontré au moment du protocole sanitaire dans les écoles, quand vraiment c'était extrêmement chaotique et qui s'accompagnait aussi dans ce que vous décriviez à l'époque aussi, manque de moyens, évidemment. Quand vous entendez Catherine Corsini, d'abord les deux choses, qu'est-ce qui vous est passé par la tête et vous en êtes où, vous, aujourd'hui ? Moi, je suis plutôt d'accord avec vous, hein. J'ai pas grand-chose à ajouter. On a fait une petite soirée électorale les soirs des résultats du premier tour. Bon, on s'attendait un petit peu aux résultats, mais c'est vrai qu'on est un peu passé par ces mêmes phases. D'abord de la déception, et puis après de la colère. Je crois qu'elle est montée un petit peu rapidement, et on s'est tous retrouvés à se faire les mêmes réflexions. Pourquoi on est passé un cheveu ? Pourquoi on n'a pas réussi à passer au second tour. Puis le lendemain, en salle des professeurs, on a eu ces discussions aussi, hein, en se disant, écoute, ça s'est joué à si peu, c'était faisable et on n'a pas réussi à le faire parce qu'il y a eu, je sais pas, des petits candidats qui sont maintenus. Mais je pense quand même que, effectivement, ça nous envoie un message, nous, professeurs, en tout cas, si je pense vraiment aux professeurs, de continuer la lutte parce que, pour le coup, dans les deux cas, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, on va devoir lutter de différentes manières pour d'autres choses, mais on devra lutter. Donc moi, je garde quand même pas mal d'espoir, parce que même si la gauche a perdu, on va se concentrer sur les législatives, et puis surtout, on va continuer de lutter. Vous en êtes où du vote, là, aujourd'hui, de ce que vous pourriez faire Alors, vous hésitez toujours Ouais, alors déjà, je crois au vote secret, donc de toute manière, je pense que je peux pas dire pour qui je vote, parce que ça me permet d'être plus libre pour en parler. Mais c'est vrai que, pareil, en salle des professeurs, il y a beaucoup de collègues, que ce soit dans le premier degré, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur, qui savent pas, qui pensent à l'abstention, qui pensent au vote blanc. Et même si on passe, par exemple, les collègues d'histoire géo passent leur journée à expliquer les dangers du fascisme aux élèves, que ce soit au collège, au lycée ou même dans le supérieur. Ouais. Mais il y a vraiment une question qui se pose, parce que comparativement, si on prend un point de vue purement éducatif, c'est-à-dire les programmes pour l'éducation nationale, il y a beaucoup de similitudes dans les deux programmes. Et on sait évidemment que Marine Le Pen est bien plus dangereuse. Mais la question est toujours là, quoi. Moi, je ne sais pas pour l'instant. Antoine Boudinet. Comme pour vous, hein, de toute façon, je pense que l'annonce des résultats, voilà, je voyais pas Mélenchon comme l'homme providentiel. Effectivement, je savais que derrière, il allait falloir quand même malgré tout continuer à se mobiliser, parce que de façon générale, surtout que pour avoir fait partie d'un conseil municipal et compagnie et d'avoir vu comment ça se passait à l'intérieur, j'ai un peu plus de mal à croire effectivement la providence des politiciens, mais effectivement, j'étais dégoûté, surtout de voir que c'était le match retour, que c'était encore la même chose, quoi. Donc ça là-dessus, et puis là, je suis encore plus en colère parce que effectivement maintenant. Marine Le Pen a beaucoup plus de chances aujourd'hui d'être élue qu'elle l'était en 2017, et ça, c'est une réalité. Parce qu'effectivement, il y a une telle détestation de Macron, qui vient pas de nulle part, qui fait que les gens peuvent envisager
en viennent à se dire que Marine Le Pen est effectivement quelque chose d'envisageable comme alternative. Ce qui paraissait aberrant en 2017, ce qui aujourd'hui paraît toujours aberrant, mais faut quand même se rendre compte que dans le milieu gilet jaune, effectivement, qui n'est pas le seul à avoir subi beaucoup de répression, mais la répression, effectivement, a été très sanglante, comme ça a été le cas pour un peu partout. Enfin, dans beaucoup de mobilisations. Mais effectivement, il y a un tel traumatisme, en fait, de la répression qui a été... Et je le sais, puisque, effectivement, voilà, moi, j'ai eu ma main arrachée donc, le 8 décembre 2018, donc à Acte 4. Et il y a une telle détestation d'abord des policiers, mais surtout, en fait, de Macron, en fait, qui englobe et qui symbolise tout ça. Parce qu'en fait... faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que dans les mutilations qui ont eu lieu, dans les tabassages et tout ça qui ont eu lieu, oui, effectivement, il y avait un préfet, au-dessus, il y avait un ministre, et au-dessus, il y avait le président. Donc, effectivement, tous sont responsables dans la chaîne de commandement qui a été faite. Donc, c'est pour ça que moi, dans ma chair, la colère, elle est tellement présente que oui, non, je n'arriverai pas à appeler à voter Emmanuel Macron. Par contre, j'appelle pas forcément ni à l'abstention et surtout pas à Marine Le Pen, parce que ces mêmes policiers qui nous ont tiré dessus, ce sont des policiers qui votent majoritairement Front National. Des policiers qui se rendent, qui se rendent coupables d'exactions particulièrement racistes, particulièrement violentes, qui affichent des drapeaux confédérés aux fenêtres de leur commissariat, qui portent des écussons avec des références au Troisième Reich, des policiers qui n'hésitent pas à se moquer de quelqu'un qui est en train de se noyer en disant « un bico, ça nage pas, ça coule ». On a eu plusieurs exemples en effet comme ça. Les exemples sont tellement nombreux que je pourrais passer toute l'émission à le faire, mais bon. Mais du coup, oui, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que là, la police, pour le moment, étonnamment, et malgré toutes les blessures qu'il y a eu, elle n'a pas encore complète liberté. Là où effectivement, sous Marine Le Pen, ce sera un festival. Ce sera un festival et les rares personnes qui oseront dire quelque chose, même à l'intérieur même de la police, déjà aujourd'hui, c'est pas évident de dénoncer. On a bien vu ce qui s'est passé avec le syndicat de gauche là. Les lanceurs d'alerte, en tout cas au sein de la police. Oui, c'est ça. Enfin, bon, voilà. On a bien vu comment ils sont traités. Donc. Une fois que ce sera une fasciste au pouvoir, mais évidemment que ça va être un festival de violence policière, ça va être un festival de meurtre. Enfin, vraiment, il va y avoir un carnage, quoi. Enfin, là-dessus, c'est évident. Donc, c'est-à-dire avec cet outil sécuritaire qu'on a aujourd'hui, tel qu'il est en place, avec Marine Le Pen, ce sera forcément pire pour vous. L'outil sécuritaire, l'outil juridique aussi. Le nombre de possibilités qu'aujourd'hui les gens se fassent enfermer sans raison. On a l'exemple avec les gilets jaunes. Effectivement, aujourd'hui, il y a des gilets jaunes qui ont été, dont leur procès a été bradé, qui sont enfermés alors que, il y avait effectivement Jean-Luc Mélenchon qui proposait son amnistie que Marine Le Pen a refusé. Je tiens à le rappeler quand même, parce que là, on essaye de me faire croire que elle va amnistier les gilets jaunes. Non, elle a refusé en 2019, mars 2019, elle s'est prononcée là-dessus. Donc, que ce soit clair. Par contre, et en plus de ça, il y a absolument tout ce qu'il faut dans le panel juridique et physique, répressif, pour taire toute contestation. Et croyez-moi, la répression, ça marche. La répression, ça fait peur. Une fois que les gens se sont fait arracher les mains, se sont fait crever des yeux, c'est beaucoup plus compliqué d'aller en manifestation en sachant qu'on risque sa vie, quoi, ni plus ni moins. Donc oui, là-dessus, moi, j'ai beaucoup plus peur de Marine Le Pen que de Macron. Donc moi, si quelqu'un veut vote abstention, fait l'abstention, moi, ce sera mon cas, pour le coup, je pense. Et encore, je suis même pas sûr de pas me dégonfler au dernier moment et d'aller voter Macron, j'en sais rien. Mais pour le moment, je suis pas là-dessus. Mais si quelqu'un vote Marine Le Pen, pour moi, il n'a plus le droit de m'appeler camarade, il n'a plus le droit de me considérer comme étant un camarade gilet jaune, parce que on est complètement à l'opposé. Je vais terminer le tour de table, on poursuivra l'échange. Avec vous, Geoffrey Rénimel, donc à ATD Quart Monde, votre organisation, elle a appelé à lutter contre... Elle lutte contre la pauvreté, elle a appelé à voter Emmanuel Macron cette fois-ci, avec un texte qui dit aussi pourquoi ce n'est pas
Alors, pourquoi c'est naturel, mais pourquoi c'est pas non plus évident? C'est ça que vous dites dans le texte. Oui, en fait, nous, on appelle un vote de refus de l'extrême droite. Donc, pour rappel, nous, on est un mouvement apartisan, c'est-à-dire que, sur le terrain, on travaille avec plein de collectivités, d'élus de différentes sensibilités. Mais on sent que, le moment, il est important. On a pris du coup cette position de refus de l'extrême droite et d'appeler à un refus de l'extrême droite. C'est pas nouveau, c'est une prise de position qui est très ancienne. Nous, on travaille vraiment sur du temps long. En 2002, on avait déjà ce discours-là, en 2017 aussi. Mais qu'est-ce qui est différent cette fois-ci, peut-être, mais y compris dans la façon dont vous l'exprimez, c'est pas le même communiqué qu'il y a 5 ans. Oui, tout à fait. Et donc en fait, ce qui est différent, c'est que il y a eu 5 ans de quinquennat Macron, et effectivement, il y a eu des choses. Enfin, on peut pas dire qu'il a un bilan quand même qui est assez décevant du point de vue de la lutte contre la pauvreté. Enfin, il y a plus de 300 000 personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. En fin de quinquennat, on ne peut pas se satisfaire de ça, quoi. Il avait promis zéro SDF en 2017, on s'en rappelle, juste après son élection. C'est ça. En 2018, il nous annonçait l'éradication de la pauvreté à hauteur d'une génération. On en est loin, on n'en a même pas pris le virage. Donc c'est sûr que, nous, on est très déçus de ce quinquennat. Pour autant, on sait très bien ce que ça veut dire aussi de sauter le pas de l'extrême droite. Et sauter le pas de l'extrême droite, c'est ouvrir la porte à de la discrimination, à un repli sur soi, à la préférence nationale, donc qui s'appelait avant priorité nationale, maintenant c'est préférence nationale, donc il y a aussi des évolutions linguistiques. Qui consiste à réserver aux Français des aides sociales, des logements. C'est ça. Donc, c'est ça, concrètement, le programme. Ouais, concrètement, en fait, Marine Le Pen, elle nous dit je vais créer de la solidarité sur de l'exclusion. Et ça, pour nous, c'est absolument pas acceptable. Donc c'est pour ça que on a écrit ce communiqué. On sent qu'il y a un changement. On est à un point de bascule qui peut être fort, et on sent que c'est les plus précaires qui vont payer si justement on passe ce point de non-retour. Même si pour vous, même si Marine Le Pen met en scène un programme plus social, on a montré déjà dans cette émission en quoi c'était largement pas le cas, mais c'est pourtant ça qu'elle met en avant. Oui, c'est un programme social. C'est une division entre les pauvres, en fait. Donc je vais soutenir. Ça va être les bons pauvres d'un côté, les mauvais pauvres de l'autre. Et donc ça va être, on va soutenir les uns en prenant aux autres. Et en fait, on peut pas créer une société positive, un projet de société en tout cas enthousiasmant, si justement on divise les catégories, les populations en catégories, et encore plus quand on crée de la division entre les plus précaires. Catherine Corsini, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qui a été dit là? C'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que moi c'est presque ça me procure tellement d'émotions, je trouve ça tellement terrible, les violences qu'il y a eu, qui ont été, mais voilà, là-dessus, je veux dire, c'est vrai que c'est compliqué de pardonner à la politique d'Emmanuel Macron, surtout quand il nous dit que la violence, il faut l'endiquer. C'est-à-dire que ce matin, il a dit sur France Culture, il était interrogé sur les violences policières, et il a dit justement il y a eu une violence qu'il qualifie par ailleurs de libérée, de désinhibée, qui a débordé dans la rue au moment des Gilets jaunes. Et il dit au présentateur, si je vous écoute, c'est comme si des cohortes de policiers avaient déboulé dans les rues avec des LBD pour tirer sur les gens. Plus ou moins. Oui. Et vous dites c'est ça qui s'est passé. Ouais. Ça, ouais. Non, mais c'est pour ça que je trouve que c'est assez pervers, quoi. Mais c'est comme toute la politique qu'il fait, c'est-à-dire que d'un côté il va aider, mais il va aider certaines personnes. D'un autre côté, il dit qu'il y a de la violence, mais c'est lui qui fait débouler les policiers. Il le sait, il sait très bien tout ce qui s'est passé. Il sait très bien. Quand on vous écoute, il connaît extrêmement bien que effectivement les policiers sont majoritairement d'extrême droite, mais il laisse faire. Donc c'est ces choses-là qui est très très pourri, qui est très dégueulasse. Et bon, alors ça va quand on a plus un peu de bouteille, on peut un peu comprendre les choses, mais j'imagine quand on a 20 ans, mais c'est tellement écœurant, quoi. C'est tellement écœurant. On a juste envie de se dire que c'est vachement dur de se dire comment on peut voter pour quelqu'un. Autant la dernière fois, j'avais quand même pareil une espèce de je me suis dit c'est quelqu'un qui sociétalement va être en avance, va faire des propositions. Donc vous êtes dit au deuxième tour dans la même configuration, c'était moins difficile, c'est ça que vous dites? Ouais, c'était moins difficile parce que
alors je sais que ça allait être une politique libérale, mais j'avais quand même une croyance dans quelque chose dans la citoyenneté, mais ça a été tout l'inverse à tous les niveaux, quoi. C'est tellement réactionnaire, vieillot, son espèce de truc bonapartiste, son idée de la culture, enfin ce mépris de classe, etc. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Les APL, mais les premières réformes, mais ça a tellement été minable. Donc c'est dur. Mais je pense que malgré tout, et malgré, j'allais dire justement, c'est vraiment l'émotion que ça peut me provoquer, etc. Je reste persuadée qu'il faut faire barrage, mais d'une manière extrêmement radicale au Front National. Julien, ce que dit Catherine Corsini sur les jeunes, notamment, c'est vrai que là, on a l'impression que globalement, c'est une société qui va voter, en tout cas une partie de la société, puisqu'il y a des gens qui vont voter Macron avec adhésion, quand même, ne les oublions pas, ils existent. Ils étaient là. Ils étaient là. C'est en tout cas une partie de la société qui soit jeune ou moins jeune, d'ailleurs, trouve que c'est un vote sans vraiment d'enthousiasme ou sans vraiment de voilà, même si Emmanuel Macron essaye un peu entre deux tours de faire vivre un peu cette projection vers l'avenir, etc. On a l'impression quand même, quand on entend Catherine et tout le monde sur le plateau, que c'est pas exactement ça. Bah oui, enfin, on vote Macron et on vote Macron ici pour échapper au fascisme, en fait, c'est ça, je crois. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions, donc on le fait forcément sans conviction. Moi, je repense à des élèves qui me disaient... On parlait de la Seconde Guerre mondiale avec une collègue d'histoire-géographie et ils nous disaient mais comment les gens ils n'ont pas pu voir arriver le truc, comment ils n'ont pas pu voir le fascisme en fait se mettre en place. Et en fait, on peut juste regarder autour de nous, le fascisme il vient tout doucement. En 2002 j'avais 10 ans et tout le monde était déprimé, moi je comprenais pas ce qui se passait. En 2017, j'étais en âge de comprendre, en âge de voter. La marge de progression du Front National, Rassemblement National, avait bien augmenté. Et là, on en est à se dire, on est presque sur un 50-50, quoi. On se dit, oula, ça peut passer. Donc il y a aussi, je pense, une progression historique qui tend vers ça, en partie à cause des politiques qui sont menées depuis très longtemps. Macron, il l'amène à ça. Les gens disent qu'il est fascisant, c'est pour ça qu'il le déclare fascisant, en fait. Parce que peu à peu, il fait de la casse sociale, il monte les uns contre les autres, il favorise les riches et il tape sur les pauvres. Et forcément, au bout d'un moment, il y a des gens qui se disent mais en fait, je veux tout faire péter. Et évidemment que c'est pas la bonne solution. Antoine Boudinet, vous l'avez un peu évoqué, pas mal en tout cas, ce qui s'est passé autour des Gilets jaunes, et notamment les mutilés, sont beaucoup cités en ce moment, puisque c'est un élément évidemment important du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et je crois que vous teniez à dire quelque chose là-dessus. Effectivement, on a été mutilés, donc crever des yeux, arracher des mains. Les mutilations sont multiples et tout ça, donc c'est toujours compliqué d'en parler là-dessus. Mais là aujourd'hui, alors ça a déjà plus ou moins toujours été le cas. En fait, notre image de mutilé en tant qu'être humain, en fait, nous a toujours un peu échappé. Ça a toujours été, on est plus que des personnes, on est les mutilés, et donc ça nous a toujours échappé. Et aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe, c'est que la détestation de Macron est telle qu'il y a des gens qui utilisent notre image, qui utilisent notre histoire, qui utilisent nos blessures pour appeler à voter pour Marine Le Pen. Et pour nous, en tout cas pour moi, ça c'est sûr, et pour en tout cas tous mes camarades du collectif des mutilés, par exemple, je pense, je vois pas d'exception dans le collectif. Il y a peut-être des mutilés, il y a d'autres mutilés, on sait qui votent Front National, voilà, mais ils font pas partie de notre collectif. Mais en tout cas, tous mes camarades seront d'accord avec moi sur le fait que qu'il est hors de question que notre image, nos blessures, nos vies en fait. Et nos visages, en fait, soient associés à Marine Le Pen et soient associés à l'extrême droite. Et puissent faire croire qu'on soutiendrait Marine Le Pen, alors que c'est absolument pas le cas. Mais on en est même à l'opposé, quoi. Moi, je tiens à rappeler quand même que le collectif des mutilés, par exemple, il fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Vérité et Justice. Le réseau Vérité et Justice, il rassemble différentes personnes, différents collectifs de lutte contre les violences policières. Par exemple, Justice pour Babacar, Justice pour Ibrahim Ba, Justice pour Adama. Bon, voilà. Et
ces personnes-là qui se sont fait tuer par, ces familles qui ont eu leurs proches tués par la police, sont les premières personnes qui vont se faire encore plus massacrer sous un régime autoritaire comme celui de Madame Le Pen. Donc nous, on ne pourra jamais, mais ne serait-ce que par solidarité avec nos camarades du réseau, appeler à voter Marine Le Pen. Et surtout, on l'a toujours dit et on le répète encore une fois, que ce soit dans les quartiers ou dans les manifestations, même police, même combat. On a toujours scandé ça et on le scandera toujours parce que malheureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup des manifestants qui se font crever les yeux et qui se font arracher les mains. On parle beaucoup moins des gens des quartiers qui ont des mains arrachées et des yeux crevés depuis des années avant les Gilets jaunes, qui se font tuer dans un silence le plus total s'il n'y a pas des collectifs de familles et d'amis qui se montent pour monter au créneau et défendre. Mais malheureusement, là, les collectifs qu'on a, on sait qu'on n'a même pas la moitié des gens qui sont réellement fait tuer par la police de façon raciste pour le coup. Et voilà, donc... Message passé, en effet. Geoffrey Renimel, Emmanuel Macron, depuis une semaine, par rapport à tout ce que vous disiez en termes d'interrogation sur lui et sur son bilan, cherche à donner des gages. Il a parlé des retraites, il a parlé de la planification écologique. Ce week-end, il a repris le slogan de l'avenir en commun après avoir repris le slogan du NPA avant le premier tour de la présidentielle. Il est très bon pour reprendre les slogans, dit Catherine Corsini. Sur ces signaux, justement, Geoffrey puis Catherine, est-ce que c'est des choses qui... Enfin, voilà, qu'en penser? Est-ce que c'est ça qui peut convaincre les gens? Est-ce que c'est ça qui peut vous convenir à la fois en tant qu'organisation ou individuellement, Geoffrey? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il a commencé son quinquennat en baissant l'APL de 5 €. Donc, pour nous, c'était déjà important de créer la confiance en début de quinquennat, et boum, ça nous tombe dessus. Il a dit que c'était une erreur. Donc, on est plutôt méfiant. Ça c'est clair. Donc, il y a eu tout un tas de choses assez négatives dans le quinquennat, et donc du coup, les promesses, nous on les prend avec beaucoup de distance. On jugera sur pièce. Il y a eu effectivement des annonces sur la solidarité à la source, qui peut être quelque chose d'intéressant pour lutter contre le non-recours. Donc il faudra voir la mise en œuvre. Mais trop souvent dans le quinquennat, on avait des annonces assez fortes, plutôt intéressantes. Et puis c'est derrière, le diable se cache dans les détails. Donc nous, on prend ces annonces avec vigilance, et puis on va suivre de près ce qui va se passer si effectivement il est élu. Ouais. Catherine Corsini. De toute façon, il est obligé de faire des gages à la gauche, il est obligé d'aller chercher cet électorat-là, c'est sûr. Donc, il est obligé de faire ses promesses. Après, sa logique, c'est quand même d'être quelqu'un d'ultra-libéral. On l'a vu depuis 5 ans. Puis surtout, il dit mon projet, ça reste mon projet. Donc je pense pas il essaye de nous faire un tour de passe-passe, mais je pense pas qu'il va changer radicalement. Après, je pense qu'il y a des urgences qui sont vraiment comme les urgences climatiques, et qu'il faudrait être complètement aveugle ou complètement fou ou complètement idiot pour pas s'en rendre compte. Donc je pense qu'à un moment... Et voilà, il est le fait que la dernière fois il a dû plaire aussi à tous ces gens qui lui avaient donné de l'argent, à tous ces banquiers, à tous ces groupes, etc., où il y avait des renvois d'ascenseurs. Là, je pense que là, il va être quand même dans un moment peut-être plus compliqué, et il va devoir essayer justement de s'adapter. Alors on va voir jusqu'où, comment. Mais je pense qu'il va être dans une situation de toute façon beaucoup moins confortable, quoi. Est-ce que ce qui n'est pas compliqué aussi dans ce vote-là, dans ce moment-là, c'est justement ce que dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire il dit si vous votez pour moi, en l'occurrence pour faire une forme de barrage à l'extrême droite ou au fascisme, comme vous le disiez, vous votez pour moi. Donc vous votez pour mon projet. Et j'imagine qu'à l'école, c'est des questions qui sont, dans la salle des profs notamment, sont posées tous les jours et très concrètement, quand on voit aussi les situations auxquelles vous faites face. Oui, c'est à peu près ça. Après, je pense qu'il sait que le vote qu'il aura au second tour, c'est pas un vote d'adhésion. Je crois que c'était déjà pas le cas en 2017, peut-être dans des plus grandes proportions, mais en tout cas, ça l'était pas complètement. Mais là, ça le sera, je pense, encore moins. Mais c'est très difficile pour nous de voter pour un président avec le ministre Blanquer qu'on a eu par exemple, et toutes les réformes qui ont fait vraiment du mal à l'école, que ce soit le primaire, que ce soit le secondaire.
le lycée en particulier. Là, il nous annonce une grande réforme du collège. Moi, je suis directement concerné sur la réforme du collège. On supprime les REP. Je travaille dans une REP. REP, c'est Réseau d'éducation prioritaire, c'est les anciennes ZEP. Moi, je travaille là-dedans. Donc ça, c'est terminé. Marine Le Pen propose la même chose. Le choix, il est cornélien. On sait qu'on doit voter contre Le Pen, mais on sait que si on vote Macron, on va nous dire bon, bah, effectivement, ça veut dire que vous êtes pour cette réforme du collège, vous êtes pour l'orientation à partir de la 5e, vous êtes pour la rémunération au mérite, on va vous donner des missions. Enfin, quand il nous dit je vais signer un contrat avec les nouveaux professeurs, ceux qui accepteront ces missions seront mieux rémunérés. Personnellement, on les fait déjà en REP, ces missions. Les heures supplémentaires qu'il veut nous proposer, c'est, pour reprendre son expression, c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin, parce qu'on en fait beaucoup des heures sup qui sont mal payées, qui sont payées genre 6 mois après. Je sais que ça existe aussi dans la fonction publique hospitalière, où ils sont payés beaucoup plus tard. Les missions d'orientation des élèves, bah, on s'en occupe. Vous savez, on a beaucoup de parents en Seine-Saint-Denis qui savent pas servir d'un ordinateur ou qui parlent pas français. Bah, quand on doit faire les vœux d'orientation d'un élève en 3e, bah, évidemment qu'on va le faire. Donc, ce que vous dites, c'est tout ce qu'il annonce, c'est vous le faites déjà. Ah ouais, on le fait déjà. Par nécessité. On le fait par nécessité, et je dis aux collègues, s'ils écoutent, ça vaut pas le coup. Enfin, ce qu'ils vous proposent, là, le deal qu'ils nous proposent ne vaut pas le coup. Donc, s'il n'y aura pas de vote d'adhésion, on votera contre Marine Le Pen, mais on ne votera pas pour Emmanuel Macron. Peut-être, ouais, vous voulez réagir peut-être ? Et ce que vous avez dit là sur le fait que effectivement il l'a déclaré, c'est-à-dire que voter pour moi, c'est quand même lui il considère que ce sera un vote d'adhésion. En tout cas, il veut communiquer là-dessus. Et parce que je pense qu'il anticipe déjà pour après, pour pouvoir dire ouais, mais vous avez voté pour moi, donc voilà. Moi, des fois, je me pose la question s'il n'a pas envie de faire élire Marine Le Pen, quoi, vraiment. Enfin, parce que vraiment, c'est. C'est quoi ? C'est le genre d'expression qui typiquement fait qu'il n'y aura pas de mobilisation. Qui va faire. Moi, je connais beaucoup de gens qui déjà, moi, ça me donne envie de vomir rien que l'idée de voter pour lui. Donc, mais il y en a plein d'autres, des gens comme ça, et ils jouent avec le feu. Et franchement, faut qu'il. Enfin, je pense pas qu'il regarde l'émission. Si vous l'aviez sous les bras, vous lui diriez quoi ? Non, mais il va quand même il risque quand même d'être le président qui aura mis le pouvoir, le FN, le nazisme. On peut dire les mots. À un moment, le fascisme au pouvoir depuis 45, quoi. Enfin, à force de tirer sur la corde, de toujours essayer de dédiaboliser le FN parce que ils savent qu'effectivement c'est l'adversaire facile au second tour, parce que malheureusement c'est pas le premier à le faire. Parce que c'est pas le premier à le faire, parce que effectivement c'est quelque chose. C'est une tactique qui est utilisée depuis des années. Des gouvernements de gauche, comme de droite, ou du centre, ou de l'extrême centre. Ça fait combien de fois qu'on a eu le RN au second tour là ? Ça fait 3-4 fois. 3 fois depuis le début des années 2000. Voilà, au bout d'un moment, la corde, elle va péter à force de tirer dessus. Et là, on est vraiment on est à ça, quoi, vraiment. Et si c'est pas là, s'il continue dans la même direction, ce sera dans 5 ans, quoi. Enfin, parce que. Mais ça veut dire vraiment qu'il y a un abandon et d'endroits vraiment comme on appelle des endroits périphériques, de gens qui veulent plus voter, parce que qu'est-ce qui a gagné les élections du premier tour ? C'est les abstentionnistes, qui ont fait 26%. Quand même. C'est-à-dire que les gens, ils croient plus en rien. Voilà, ils se disent que ça soit les uns ou les autres, pour nous, ça changera rien. On sera toujours dans la merde. Voilà, c'est ça. Donc, on en arrive à une espèce, en plus, de ras-le-bol. Donc, le danger de l'extrême droite paraît moins presque réel dans cette situation-là. Alors qu'il est réel. Et je comprends pas. Je comprends pas quand même, parce que Macron, c'est quand même un homme qui est intelligent. Enfin voilà, qui est intelligent, qui est pas non plus. Voilà, même si je partage pas ses idées du tout, je pense pas que c'est le dernier des abrutis. Donc je comprends pas comment déjà il essaye. Pourquoi il essaye pas de créer une. Enfin, je comprends déjà quand les gens n'essayent pas de créer une France plus solidaire, de tendre la main vers les gens qui sont dans les situations les plus désespérées, les plus difficiles. Je pense que si on n'attend pas ça d'un président de la République, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il aille s'occuper des gens les plus riches et qu'il aille encore les rendre encore plus riches. Mais c'est un truc de. Enfin, je sais pas, ça me rend malade, c'est pas possible. Pareil sur les toute sa politique par rapport aux femmes, il n'y a jamais eu autant de violence, il n'y a jamais eu autant de féminicides, enfin c'est pas possible. Et quand il a des ministres qui sont mis en examen, comment on peut croire à sa politique ? Tout est comme ça. C'est-à-dire tout est comme ça quand il met ce préfet l'allemand qui est quand même une brute, etc.
etc. Quand on voit toutes les exactions qu'il y a, quand justement qu'il y a des gens qui ont été blessés, qui ont été voilà, et qu'il n'y a pas de justice, mais c'est pas possible, c'est pas humain. Comment les gens peuvent faire confiance? C'est ça le truc. Et je me dis, mais moi, ça me paraît tellement dingue qu'il n'y ait pas cet effort au lieu de. Alors là, il va se retrousser les manches, il va nous faire 2-3 beaux discours comme il a fait sur la culture en disant des énormités. Pareil, il va dire aux gens de la culture allez dans les écoles, faites ci, faites ça. Mais comme si on ne le faisait pas déjà depuis des années. Tout d'un coup, il découvre c'est le monde de oui. Là, il ne se rend pas compte que tout le monde fait ça et qu'on a même envie de le faire encore plus et qu'on veut donner encore plus de moyens parce qu'il y a plein de gens pour qui la transmission c'est important. Et là, c'était vraiment. C'est quoi? C'est une déconnexion du réel, c'est ça que vous décrivez un petit peu, peut-être je sais pas. Ouais, c'est une déconnexion de moi j'ai l'impression que c'est un président qui est cyborg. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'humanité, qu'il n'y a pas de respect de voilà. Moi je vois des gens qui sont blessés, mais je me dis qu'est-ce que je fais? Je vais dans la rue pour voir qu'est-ce qui se passe. Je me dis il y a eu un problème, il faut qu'on voilà. Mais il a peur de la police puisque la police elle est fasciste, donc il se dit si tout d'un coup elle se révolte contre moi, donc il continue à les encenser. Ah non, mais c'est là où il y a un truc qui fonctionne pas. Geoffrey Rénimel, de l'humanité, du respect, demande Catherine Corsini. Oui, c'est ça. Et puis, moi, je vous rejoins beaucoup sur tout ce qui est fatalité, résignation. Enfin, nous, sur le terrain, c'est vraiment ça qu'on combat. On a organisé justement des universités populaires sur le thème des élections. Et puis, voilà, un des éléments forts qui ressort, c'est que les gens, voilà, ils disent mais ça change quoi? Ça change rien. Et donc du coup, nous c'est ça qu'on essaie de combattre au quotidien. Après, je pense qu'il y a aussi la verticalité du pouvoir. Enfin, moi, je dirais pas que c'est un cyborg parce que je pense qu'effectivement, quand il vous écoute vraiment. Sauf que derrière, c'est pas suivi des faits, c'est pas suivi de. Nous, on a été au contact d'Emmanuel Macron plusieurs fois et c'est vrai que on sent il y a une attention, il y a une écoute, il y a une forme de charme, sauf que derrière les actions sont pas du tout connectées à ce qu'il a entendu. Donc ça c'est une vraie déception et d'autant plus pour un président qui voulait un choc de participation, qui voulait justement mieux associer les citoyens. On a vu ce que ça a donné après les Gilets jaunes, le grand débat national qui a donné pas grand-chose au final. Nous, on y avait participé, on va dire de bon cœur, peut-être avec de la naïveté, mais en tout cas, on avait travaillé tout un tas de questions. Et il en est rien ressorti de concret. Donc ça, c'est une déception. La Convention citoyenne pour le climat, on voit bien que ça n'a donné, rien n'a été repris malgré un travail qui était quand même assez sérieux. Donc c'est sûr que, la verticalité du pouvoir, c'est aussi ça le problème, et encore plus pour un président qui essaye d'afficher plus de participation. Mais je vois qu'on parle beaucoup de M. Macron, mais c'est aussi Mme Le Pen, et donc il faut imaginer cette verticalité du pouvoir si elle arrive entre les mains de Mme Le Pen. Ça peut être aussi très violent, et notamment pour les plus précaires. Julien, je vous vois beaucoup acquiescer, peut-être. Non, parce que vous avez dit il y a 2 minutes qu'il écoutait beaucoup, mais qu'il n'y avait pas d'action derrière. Mais du coup, ça me faisait réfléchir un petit peu à l'action de son ministre de l'Éducation nationale. Et je me disais, finalement, le point central de ces choses, c'est en fait l'articulation autour de ça, c'est le mensonge. C'est au mieux, il ment par omission, c'est-à-dire qu'il écoute, mais il n'agit pas, il ment par omission. Et au pire, il ment par volonté de mentir, en fait. Il s'en fiche, en fait. Et on a aussi cette sensation d'être lésé, de s'être fait berner dans l'éducation nationale, je pense. Surtout sur... Beaucoup de profs avaient voté pour Emmanuel Macron. Beaucoup de profs ont voté Emmanuel Macron. Après, la sociologie des professeurs est très diversifiée, on va dire. Il y a des profs de droite, des profs de gauche, voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de profs avaient voté Macron en 2017. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu autant en 2022. Et il y a eu toutes ces réformes mensonges. Il y a eu la crise sanitaire qu'on s'est pris vraiment de plein fouet, où on a géré avec les parents des trucs qu'on n'aurait pas dû gérer, en fait. Et puis on a encaissé pendant 2 ans. On nous a menti ouvertement pendant 2 ans aussi sur le testing, sur le contact tracing, sur les nombres des cas dans les écoles, ouverture, fermeture, demi-jauge. C'était un vrai capharnaüm, en fait. Et donc on se sent vraiment lésé de son action. Et on a vraiment du mal à s'autoriser ce vote au second tour. Merci beaucoup. On peut peut-être faire en quelques mots, vous l'avez fait un petit peu Antoine déjà, mais pour ceux qui
parfois par volonté de bouger le système comme ça, veulent voter Le Pen. Vous leur dites quoi si c'était des amis, des gens qui vous contactaient comme ça, vous dites quoi encore une fois, sans être surplombant, mais vous dites quoi? Mais moi, je pense que c'est catastrophique, quoi. C'est plus que dangereux. Marine Le Pen, elle va, par exemple, rien que dans notre secteur, c'est elle qui va nommer les directeurs de théâtre, c'est elle qui va nommer tous les. Enfin, on s'imagine bien ce que va être la culture, voilà. C'est effectivement, c'est le rapport qu'elle a donc avec Poutine. C'est quand même quelqu'un là enfin, il y a eu cette enquête de Mediapart, mais ça fait un long moment aussi. On pensait qu'il y a eu vraiment, enfin, tous les trucs avec la Commission européenne, tous les trucs qu'elle a piqué, etc. Non, mais moi, je trouve que, voilà, je comprends même pas comment cette personne peut se présenter aux Français. Je trouve que moi, ça me fait peur, son discours qui est aujourd'hui matiné de social, alors qu'on voit bien que derrière, cette préférence nationale, je trouve ça, mais ça me fait gerber, quoi. C'est atroce, quoi, d'imaginer que les étudiants étrangers vont devoir quitter leur appartement universitaire, leur studio universitaire, etc. Mais je sais même pas qu'on va couper les vivres, voilà, et la sécurité. Enfin, non, mais voilà, ça me rend dingue, quoi. Geoffrey Rénimel, vous avez, j'imagine, pour nous faire comprendre, juste en quelques phrases, mais est-ce que cette priorité nationale appliquée très concrètement impliquerait dans des domaines dont vous vous occupez, c'est-à-dire notamment le logement? Donc, par exemple, l'aide sociale, enfin voilà. Ça va être les aides vont être réservées aux nationaux. Les logements sociaux vont être réservés aux nationaux, les emplois vont être réservés aux nationaux, et tout ça va quand même mettre des personnes d'origine étrangère ou étrangère en situation de grande précarité. Enfin, c'est une augmentation de la pauvreté. Enfin, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Pour nous, c'est pas du tout une réponse, et c'est même créer davantage de division entre des publics qui sont déjà fragiles, et notamment les personnes étrangères ou d'origine étrangère. Enfin, c'est elles qui ont le plus de difficultés à accéder à un logement, c'est elles qui ont le plus de difficultés à avoir un emploi. Enfin, ça, il y a des études qui montrent tout ça. Donc, pour nous, les logements, la solidarité, elle doit aller à ceux qui en ont besoin avant tout. Voilà, peu importe, on fait pas de distinction. Nous, dans nos actions sur le terrain, on ne fait pas de distinction. C'est ça que vous faites au quotidien, voilà, parce que c'est ça, les besoins. Voilà. En deux mots, Julien et Antoine, pour conclure, on n'a plus beaucoup de temps, mais une phrase ou deux sur ça. Moi, je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, personnellement, je m'abstiendrai. Je pense que mes camarades du collectif des mutilés, par exemple, comme beaucoup de gens, en fait, vont s'abstenir. Si vous mettez un bulletin pour Emmanuel Macron dans l'urne, on pourra peut-être encore discuter. Si vous mettez un bulletin de Marine Le Pen dans l'urne, il n'y a plus de discussion possible. Vous ne pourrez plus marcher avec nous en vous considérant comme nos camarades. C'est pas possible. Voilà. Julien, le mot de la fin. Marine Le Pen, c'est un piège, c'est un leurre. Regardez vos cours d'histoire du collège jusqu'à l'université. Et si vous voulez une école des années 30, une pour les riches, une pour les pauvres, on oriente les enfants à 12 ans, s'ils n'ont pas le capital culturel ou financier pour continuer, allez-y, votez Le Pen. Si vous voulez qu'on remette en question le droit pour l'avortement, la peine de mort, enfin voilà, on revienne dans une société complètement arriérée d'un autre temps, et voilà, et puis effectivement augmenter les divisions. Enfin, pour moi, c'est une catastrophe. L'armement de la police municipale, il y en a des trucs, il y en a des choses encore à faire. Étonnamment, on se dit qu'on a atteint le summum de la répression, mais non. Vous avez vu le Chili, quoi. Enfin, vous avez vu. Merci Parce que c'est quoi une dictature? À tous les quatre. Ce sera d'ailleurs l'objet de notre émission de mercredi, plus en détail justement l'extrême droite au pouvoir, qu'est-ce qu'elle ferait réellement. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau aujourd'hui. Vous pouvez revoir, vous qui nous regardez, notre précédent débat, c'était il y a quelques jours, toujours sur le même sujet, et le débat il se poursuit aussi sur le club de Mediapart rapidement le 24h.
Catherine Corsini nous en parlait. Mediapart ce week-end, c'était notamment les révélations de Marine Turki et Fabrice Arfi sur le Rassemblement national. Marine Le Pen est accusée par un rapport de l'Office antifraude de l'Union européenne d'avoir personnellement détourné 140 000 € d'argent public. Un article disponible en accès libre sur Mediapart. Romaric Gaudin a analysé le programme économique de Marine Le Pen et démontre, comme vous le disiez, que pourquoi les travailleurs, même français, n'ont rien à espérer du programme soi-disant social de cette candidate. Enfin, Ilyes Ramdani était en reportage à Nice à la rencontre de la droite locale, sonnée par les résultats du premier tour de l'élection présidentielle et le très mauvais score de Valérie Pécresse. Entre 2017 et 2022, l'extrême droite a progressé de plus de 10 000 voix à Nice. Les surenchères sécuritaires et islamophobes d'une partie de la droite n'y sont sans doute pas pour rien. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit.